Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi François Bray. Bonjour tout le monde. François, bon, comme vous savez, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir à Montréal et à Québec dernièrement lors des soirées mensuelles du Club d'investisseurs immobiliers, premièrement, c'est un ami, comme les gens qui connaissent notre histoire un peu ensemble depuis très longtemps. En plus de ça, mais François, c'est surtout est ici aujourd'hui pour nous conter son histoire. C'est un investisseur à succès, qu'on pourrait dire. Quelqu'un qui a vraiment bien réussi, qui a monté vite, qui a vu grand dès le départ. Vous allez entendre ça, donc on ne va pas vous enlever les punchs, mais voir un peu son histoire. Donc, François, peut-être commencer par t'introduire, là, puis comment tu as commencé, c'est quoi qui t'intéresse à l'immobilier? Oui. Bonjour tout le monde. Écoutez, commençant l'immobilier, je parle un peu comme j'ai fait dans mes conférences, là. Mais j'ai commencé, c'est un de mes chums, mon grand chum, Bob, un chum d'enfance. On se connaît depuis l'âge qu'on a 12 ans. Et il a commencé, Bob était en construction. Moi, j'étais zéro en construction ou en rénovation. Et Bob avait des projets d'immobilier, c'est-à-dire il a acheté un triplex seul. Il m'avait demandé si je voulais embarquer avec lui. Là, je saute beaucoup de détails, là, mais il m'avait demandé d'embarquer avec lui. J'avais refusé à la première opportunité. La deuxième opportunité, c'était un quatreplex. Bob m'a rappelé. J'ai dit non, je voulais pas. Par contre, il m'a demandé un partnership, c'est-à-dire 50-50. Là, lui faisait le côté rénovation, construction, puis moi, je m'occupais un peu de l'administration. Et c'est comme ça qu'on... C'est comme ça que tu avais commencé? Absolument. Mes débuts en immobilier ont été là. On a acheté un quatreplex en premier. L'année d'après, on a acheté un triplex. Le même principe. On achetait des terrains. On payait une taxe de bienvenue sur le terrain. C'était minime. On construisait, pas nous qui construisions, mais le contracteur. Et il nous garantissait également des loyers pour 2 ans. Puis c'était de la construction neuve. Fait qu'il y avait zéro risque à mes yeux. Là. C'était début des années 2000. C'est ça. C'est au début. Puis là, à ce moment-là, tu n'avais pas fait de formation, rien. Non. Puis comment ça, par la suite, nous, on s'est rencontrés au club immobilier environ 2006, 2007, je me trompe pas. Là. Oui. À peu près, c'est dans mon parcours. Je veux juste dire, j'ai fait un voyage, j'ai rencontré quelqu'un. Mais avant ça, c'est que moi puis Bob, on avait décidé de vendre nos triplex, quatreplex, puis on a fait une belle passe d'argent. Quand je dis une passe, tout est légal, là, c'est juste qu'ils ont pris tellement de valeur qu'on a fait beaucoup d'argent avec ça. Puis c'est là que le goût de l'immobilier m'a pris, à savoir si peu de temps à mettre dessus, autant en rénovation. C'est incroyable l'argent qu'on a pu faire avec si peu d'efforts. Et en très peu de temps. Fait que on a caché. Et entre ça, j'ai fait une croisière. Je rencontre un gars qui est un tripeux d'immobilier, qui a plus d'immobilier que moi. Il avait 14-20 portes. Il me parlait de ses passes immobilières. Quand on est revenu à Montréal, j'ai vu dans la presse, il y avait une presse papier à ce moment-là. Il y avait une grosse publicité de Jacques Lépine. Jacques Lépine, le Club des investisseurs immobiliers du Québec. Ça m'a... Moi aussi, d'ailleurs, c'est l'annonce papier qui m'a, dans le journal, ouais? Oui. À ce moment-là, qui m'avait tiré vers le club. Puis, dans ce temps-là, ça s'appelait IMO 1. Et c'était un samedi, une journée complète. Puis, il parlait d'immobilier en général. En général, certains points plus précis, là. Et j'avais appelé mon chum de croisière, puis il était venu avec moi. Moi, j'ai complètement embarqué là-dedans. Il y avait M. Lépine, puis à ce moment-là, il y avait aussi Patrick Gaulin qui était là. Ouais. Et j'ai embarqué là-dessus. Je me suis inscrit à IMO 2. Mon chum m'a pas suivi. J'ai continué pareil. Puis à IMO 2, je me suis inscrit au coaching, c'est-à-dire c'est 10 cours sur une période de 10 mois. Et c'est comme ça que j'ai fait mes débuts, là. C'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Absolument, IMO 1. Puis, fait que François, tu as parlé un peu de tes immobiliers ou des bords des plex, mais ton premier multilogement, puis c'est ça ici que je suis intéressant de... Ouais. Moi, c'est le bout d'histoire qui me passionne, là. C'est que, tu sais, souvent, je dis souvent aux gens, tu sais, c'est quoi, si tu as recommencé, c'est quoi tu ferais? Ouais. Puis les gens me disent, moi, avoir su, Patrick, j'aurais commencé plus gros. Fait que là, imaginez, François, à ce moment-là, tu as des plex, un triplex. Ouais. Non, ils sont vendus, Pat. Ils sont vendus. J'ai plus rien. C'est plus rien. Puis là, François, son premier achat de multilogement, compte-nous ça, c'était combien? C'est un beau logement. Je veux pas commencer comme... Je veux juste dire que moi, je faisais de l'immobilier à temps plein à ce moment-là. J'avais lâché ma job et j'ai reçu un appel d'un courtier immobilier qui s'appelle Patrice Ménard. Okay. J'étais en après-midi à siroter un petit cocktail avec un de mes amis, puis tu m'avais dit, François, on a quelque chose de bien, je crois. Et c'était mon premier immeuble. C'était un 69 logements à Pointe-Saint-Charles. Ouais.
Dans ce temps-là, Pointe-Saint-Charles, c'était pas le coin le plus recommandé non plus. On parle de 2009, 2008. 2009, en fait, c'est juste à côté de Griffintown. Là. Exact. Puis, Griffintown, mais vraiment, on était à la limite de Griffintown. Puis dans ce temps-là, on n'appelait pas ça Griffintown. Aujourd'hui, ça a l'air sexy, là, mais... Dans ce temps-là, ça l'était un peu moins. Moi, devant l'immeuble, il y avait un garage de débosselage. Ça squattait là-dedans. Aujourd'hui, ben, le secteur a été fait que là, le premier immeuble, OK, puis sans compter à travers la transaction, parce qu'on a peut-être pas le temps aujourd'hui, mais c'était une transaction quand même qui a été un peu complexe. Mais la beauté de ça, François, c'est que tu as commencé avec 69. Oui, un 69 logements comme première acquisition. Tu sais compter ta première journée au travail? Oui. Ben, la première journée, évidemment, moi, très fier. On atterrit le 2 février et le lendemain, je m'en vais à ma propriété. Je suis le nouveau propriétaire. Je suis avec ma nouvelle valise que ma femme m'a donnée, un noir. Quand le soleil, je dis toujours ça, là, pour faire rire, là, mais quand le soleil plombe dessus, ça aveugle tout le monde. J'étais cute. Là. Et j'arrive en auto, puis je tourne le coin, puis c'est la rue où j'ai ma propriété allée maintenant. Et je tourne le coin, puis je vois des chars. Il y a 3 chars de police, 2 chars fantômes, puis un chien renifleur. Hey boy. C'est ma première journée, puis c'est pas exagéré, là, c'est vraiment pas ma deuxième, ma troisième, c'est ma première journée. Quelque peu découragé de l'immobilier à ce moment-là, dans les minutes qui ont suivi. Par contre, ça a été mon seul gros cas de... Ben, pas mon seul, là, mais disons que ça s'est bien passé. C'est-à-dire que c'était un locataire qui vendait de la drogue et aujourd'hui... Mais c'est ça, mais t'arrives à l'immeuble la première journée. Ouais. Puis là, je sais que tu avais des belles pensées pour moi. Hein? Absolument. Je me suis dit... Il voulait vraiment sa commission. Mais au-delà de ça, on savait qu'il y avait du jus dans la propriété, que c'était un bel achat, là, mais... À ces 5 premières minutes-là, je doutais beaucoup de mon achat. Surtout que j'avais impliqué des gens parce que le 69 logements, puis c'est un peu aussi ma pensée, là, c'est je pouvais pas acheter seul. J'avais pas l'argent pour la mise de fonds totale. Fait que j'ai appelé mon chum Bob, évidemment. J'ai appelé un autre chum d'enfance et Nicole, qui est la sœur de Bob. Et on a fait un partnership. On a acheté, c'est mon premier achat de groupe que je peux appeler. Et c'est comme ça que ça a parti l'idée de faire du groupe. C'est par manque de mise de fonds. Plus tard, on va parler qu'il y a d'autres avantages ou il y a d'autres raisons, là, mais ça a été pour ma première révision. Fait que tu as commencé grand. Fait que 69 logements. Et d'ailleurs, je me rappelle, pendant 1 an après avoir que tu as acheté l'immeuble, là, oui. Je me rappelle t'avoir ramené une offre d'achat, pas tellement loin de quasiment 1 million de plus. Par des Chinois, je sais pas si tu te rappelles. Oui, absolument. Puis François a refusé. Puis là, j'étais tout comme, comment je pourrais dire, choqué un peu, 1 million de plus, tu sais, j'amène une offre d'achat. Puis finalement, il refuse l'offre. Il voulait pas vendre, c'est correct. Puis la beauté là-dedans, c'est que tu as financé l'immeuble 18 mois après l'achat. 18 mois après l'achat, en récupérant... 100% de la mise de fonds qu'on a récupéré 18 mois après. C'est extraordinaire. Quel beau début en immobilier. Puis c'est ça la beauté, c'est que, tu sais, c'est sûr que c'est tentant des fois avec faire un profit rapide, comme je t'ai amené sur la table, mais de l'autre côté, quand tu as une vision à long terme, puis la détention à long terme est vraiment payante dans l'immobilier, là. Oui. Parce que là, toi, depuis ce temps-là, tu l'as refinancé une deuxième, puis peut-être une troisième fois, là. Bien, une deuxième fois, ça s'est fait il y a 2 ans de ça. OK. Puis quand là, on a cherché un beau... il y avait beaucoup d'équité sur l'immeuble, là. Donc, belle première passe, belle première achat, je devrais dire, en immobilier. Ton deuxième achat? Bien, encore Patrice Ménard qui m'appelle, qui me présente un listing. Puis, j'ai trouvé un petit peu exagéré. Celle-là, c'était un 210 logements à Dorval. C'est là, tombé du 69. Je veux juste dire aussi, quand tu achètes un 69, tu te poses évidemment la question. J'avais un triplex, comment je peux sauter d'un 69? Mais en réalité, tu sautes dans l'action, puis je ne veux pas dire que c'est pas plus compliqué, là, mais la marche n'est pas si haute que ça pour pouvoir réussir à gérer un immeuble de cette ampleur-là. Évidemment, je le faisais à temps plein également. Là. Je peux pas dire que je le faisais de façon part-time. Là. Puis j'avais également des bons concierges sur place. Et je les ai encore d'ailleurs. Incroyable. Donc, le 210 logements, Pat m'arrive avec un nouveau listing. On en fait l'analyse, on fait des offres, on négocie énormément sur celle-là. Ah oui. Et ça a duré plusieurs semaines, sinon des mois, la négociation. Des mois, absolument. Et il y avait plusieurs problèmes. Là. Il y avait un problème de partnership, eux autres, qui ne s'entendaient pas. Il y avait des Européens et puis des Québécois, des gens de Montréal là, qui étaient là-dedans. Puis les mentalités ne concordaient plus. Donc, on a travaillé fort là-dessus, puis on a réussi à faire l'acquisition du 210 logements en août 2010. Oui. Grosse mise de fonds.
Et c'est là que j'ai vu c'était quoi l'investissement de groupe, parce qu'on est 17 partenaires, 17 entités. Wow. À l'intérieur de ce groupe-là. Pour les gens qui sont habitués, 17, c'est énorme, là, parce que tu as 17 entités, souvent, ça va être des couples aussi à l'intérieur de ça. C'est pour ça que je dis qu'on peut être 34 là-dedans. Là. Puis également, puis ça prend des opinions corporatives pour chacun des actionnaires, des entreprises. C'est quand même assez complexe. Ah oui, le processus de financement est extrêmement complexe. Mais ça en vaut le coup, puis tu y mets l'effort qu'un coup que tu as acquérir l'immeuble, il reste juste à le gérer, puis tu y penses plus à l'effort que tu as mis pour faire l'acquisition de ça. Mais c'est ça. Fait que là, avec le 210 logements, là, par la suite, là, c'est quand même ce projet-là, quand même, ce que tu as appris là-dedans, il y avait quand même pas mal de vacances, je me rappelle à l'époque, justement. Toi, tu as mis ça à jour, tu as commencé à faire les travaux. Il y avait quand même pas mal de rénovations à faire là-dedans. Oui, c'est pas le plus beau coin de Dorval, je dirais. Là, c'est un rond-point. Puis aussi, ma première expérience, Dorval est beaucoup plus anglophone que Pointe-Saint-Charles. C'est d'autres mentalités. On a travaillé avec des gens du secteur. Celui-ci, on a pris 3 ans pour pouvoir refinancer l'immeuble. Est-ce que vous avez récupéré votre mise de fonds 3 ans? Mise de fonds complète après 3 ans. Wow. Ça donne un beau coup. Fait que là, si on regarde, mettons, ton premier achat, 69 logements, tu récupères après 18 mois. Tu prends cette 210 logements-là que tu récupères après 36 mois. Fait que là, c'est là que c'est fun, hein? Puis là, on commence à voir la vélocité de l'argent dans l'immobilier. Puis... Oui, puis une autre parenthèse, parce qu'on a eu plusieurs discussions dans ces années-là ensemble, parce que tu savais que j'étais quand même sérieux pour l'acquisition. J'avais lâché mon ouvrage pour pouvoir faire de l'immobilier, fait que je pouvais pas juste faire une acquisition puis en vivre. Et tu m'avais dit à ce moment-là, François, concentre-toi à faire juste une acquisition par année. Et tu vas voir qu'après ça, ça va rouler tout seul. Oui, parce qu'au bout de 5 ans, les refinancements souvent arrivent plus vite que tu as le temps de trouver des immeubles. Absolument. Ben, je l'ai vécu, là. Je suis en train de le vivre aussi présentement. Mais tu peux pas mieux dire en me disant pas ce conseil-là, là, mais cette vision-là. Mais là, t'as mis quand même, t'as pas attendu à toutes les années pour acheter, parce que là, par la suite, t'as passé en 2e, 3e vitesse. Fait que t'as acheté ce 69, le 210. Par la suite, je pense que t'as acheté un immeuble à Laval sur l'Évêque. Oui. Là, je veux juste raconter, là, les prochains achats sont pas faits avec toi, Patrice, désolé. C'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des courtiers ou des gens qui sont à l'affût, qui regardent plus large que certains autres. Je me faisais appeler des fois par des courtiers que je ne connaissais absolument pas. C'est parce qu'eux savaient que je venais d'acheter un 69 logements, un 210 logements. Ça, c'est un bon point, François. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, c'est que je suis habitué. Bon, là, mais là, c'est le fait que quand tu commences à bouger sur le terrain, nous, en tant que courtier, là, vous savez que notre rapport annuel, on passe à travers toutes les transactions. Mais dans le fond, ce qu'on fait en arrière de ça, bien sûr, côté marketing, on donne une visibilité, on va chercher des données, ça peut aider, ça crée de la valeur pour les investisseurs, ça donne des données sur le marché. Mais en arrière de ça, si on regarde, c'est qui bouge sur le marché en ce moment? C'est qui les vendeurs? C'est qui les acheteurs? Donc, toi, tu t'es fait étiqueter comme acheteur. Absolument. Puis, acheteur, mais acheteur également quand tu avances dans le processus d'achat, ils savent que tu ne backeras pas pour la couleur. J'ai tout le temps le même exemple, les poignées de porte. Tu ne backeras pas parce que tu n'aimes pas les couleurs ou la couleur des armoires. Tu regardes les chiffres, puis c'est les chiffres qui dictent de tout. Ouais, je pense que c'est rassurant pour des courtiers également de savoir ça. Oui, parce que c'est des grosses transactions comme ça, il y a toujours des problèmes. Là. Ouais. On s'entend là-dedans. Malgré toute l'expérience, malgré toute l'expérience que tu as maintenant, que demain matin, tu vas tomber sur un autre projet, puis il y a des choses que tu ne pourras pas prévoir. Fait que, absolument. Alors, je crois. Puis, je pense que les courtiers le savent aussi. Fait que, bon an, mal an, ben, j'ai une réputation, puis je le dis de façon très humble, là, pour ceux qui me connaissent le savent, là, mais tu l'as bâti, ta réputation. Je l'ai bâti dans ma vie depuis que je suis jeune, dans plusieurs domaines, mais en immobilier, j'ai commencé à bâtir à partir de 2008. Je pense que j'ai une belle image dans le milieu. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, en 2013, on m'a appelé parce qu'il y a un courtier qui avait un beau projet sur la rue Lévesque et à Laval. C'est un 48 logements sur le bord de l'eau. C'est pas vrai, je vais juste faire une petite parenthèse. Ouais. C'est Stéphanie Milot qui a eu le hint
et m'en a parlé, puis j'ai réussi à l'acheter. Merci Stéphanie. Good. Fait qu'en passant, Stéphanie, en ce moment, là, oui. Sans blague, on vient de passer devant son immeuble. Ah, là. OK. OK, on va être près de, sur Saint-Martin à Laval. Continue. Oui. Donc, c'est un 48 logements qu'on a acheté en 2013. Belle transaction. L'immeuble était quand même... c'était une succession, c'est-à-dire que c'est le fils qui a hérité de son papa. Puis, je dis ça sous toute réserve, là, mais l'immeuble était so-so côté qualité d'entretien. Et on a réussi à sortir un beau prix. Par contre, l'immeuble était quand même pas rénové. Ça fait combien d'unités, celui-là? Un 48. 48. OK. Fait que 69, 210, 48. Oui. On s'en va par la suite... Sur, je pense, des écarts, ça se peut-tu? Oui, des écarts. Ça, c'est en 2014. C'est un autre projet avec à Laval. Et c'est une personne qu'on rencontre. Moi, j'aime bien dire, c'est moi puis moi, on a rencontré une personne au golf. Et il nous parle qu'il connaît peut-être quelqu'un qui aurait peut-être un deal. Fait qu'on a commencé de même. Et on a fini par acquérir, c'est le manoir des Écarts. Là. Nous autres, c'est les appartements des Écarts à Laval. C'est 3 bâtisses de 48 logements. Pour un total de 144 logements. Okay. D'une qualité incroyable. Ça aussi, c'est des gens, c'est la succession qui a reçu l'immeuble en héritage. Il y était 3 ou 4 frères et sœurs. Il y a un des frères qui s'en est occupé et c'était probablement pas sa force, la gestion mobilière. Puis on a réussi à avoir l'immeuble. Il y avait pas mal de vacances. Il y avait beaucoup de vacants. Il y avait au-dessus de 20 vacants dans cet immeuble-là. Et on a fait beaucoup de ménage, autant locataires qu'employés. Et ça m'amène une question, François. Quand tu achètes un gros complexe comme ça, là, habituellement, est-ce que tu gardes le staff qui est en place ou tu changes ton staff oui, ou tu amènes ton équipe dedans? Puis j'ai pas une façon de faire. Hein. C'est toujours selon l'immeuble, selon le cas. Pour l'instant, chaque fois que j'ai acheté des immeubles, j'ai toujours gardé les gens qui étaient en place. OK. Puis ça m'aide beaucoup. Moi, quand je fais mon due diligence, je fais l'inspection de mes logements ou des bâtisses. Je suis toujours avec le concierge. Évidemment, je lui pose la question s'il veut rester avec moi après l'acquisition. Pour l'instant, ça a toujours été oui, donc il a intérêt à pas me mentir s'il veut rester avec moi. Donc, quand bonne façon d'approcher, oui. Oui, c'est ça, ça donne un peu plus de confiance de ce côté-là, parce qu'à Dorval, mon 210 logements, je vous le dis tout de suite, j'ai pas visité 210 logements. Là. On s'entend. On en a visité beaucoup. Mais habituellement, justement, quand tu fais un achat d'un complexe, encore là, si on vient de Dorval ou des Écarts ou l'Évêque, est-ce que tu visites tous les logements ou... Ben, j'essaie d'en visiter le plus possible, dépendamment de la confiance que je peux avoir en partant avec les gens qui sont en place, soit le concierge ou l'administration. Okay. Mais j'en visite beaucoup et plus ça avance, plus j'en visite, je vous dirais. C'est ça, des fois, c'est pas nécessairement qu'un inspecteur en bâtiment, mais au moins rentrer et sortir dans chacun des logements, juste pour vérifier au moins les rent rolls, pour s'assurer que les revenus, quand le rent roll qu'on a, qu'il y a un loyer de 700 $, qu'il y ait vraiment du monde dedans. Là. Trop facile de tricher, exact, c'est ça. OK. Donc, OK, fait que là, de l'Évêque, des Écarts, 48 logements, ça, on achète un 144 sur des Écarts. Par la suite, François, je pense que le projet... Oui, ça, c'est le projet Campbell. À Dorval, sur la rue Campbell. C'est FDL qui possédait les immeubles. Et j'avais bidé dessus. Et malheureusement... Quand tu dis bidé, il y avait pas mal de monde de... Ben, il y en avait au moins un de plus que moi, parce que c'est lui qui a gagné. OK. Il l'a eu de par le prix, évidemment, puis probablement sa réputation. Comment c'est arrivé à tes mains, à ce moment-là? Ben, il y a un courtier qui m'a appelé. Et il savait que j'étais très actif. On avait, de toute façon, avec ce courtier-là, j'avais visité plusieurs immeubles, mais ça n'avait jamais abouti. Et cette fois-ci, ça avait... Ben, en tout cas, moi, je trouvais que mon prix était quand même... OK, dans le fond, il y avait déjà un offre d'achat accepté sur l'immeuble. Oui, ben, on était deux, on en a fait chacun un, puis l'autre a été pris, a été gardé. Et la personne n'a pas, je dirais, pas passé au financement, là, c'est un grand mot, mais ça n'a pas passé. Et le courtier m'a rappelé, m'a dit, François, l'offre est toujours, si ton prix est le même, tu pourrais avoir la propriété. Et c'est ce qui est arrivé. On a maintenu notre offre et on a réussi à avoir, sur la rue Campbell, c'est 5 immeubles pour un total de 115 logements, dont un immeuble, c'est un 33 units, là, il est béton. C'est mon seul immeuble béton. OK. Puis ça, je me souviens bien, ça, c'est
À la compagnie FDL qui avait ça. FDL, avant de vendre tout leur parc immobilier, avait commencé avec certains, dont celui-là. Ça a été 1 an ou 2 ans avant qu'ils fassent la revente finale. En passant, FDL, pour les gens qui ne savent pas, c'est la famille Fournel. Oui. Ceux qui ont fait de la grosse transaction il y a 3 ans maintenant, avec 3-4 ans avec CapREIT. CapREIT, où il y avait une transaction d'1 demi-milliard. Je pense la plus grosse transaction à vie au Québec au niveau du multirésidentiel. Mais donc, toi, tu as été un des premiers à acheter. Ils ont vendu quelques immeubles avant de vendre le parc au complet. Oui. Fait que toi, ce que tu me disais, François, c'est que cet immeuble-là est à gérer sa coche. C'est ça. Puis juste une parenthèse, CapREIT, quand ils ont vendu ça, j'étais aussi dans la course, mais j'étais short de 4 775 000. C'est une blague, hein? Oui, ben, okay. Absolument. C'est trop gros pour moi. Un demi-milliard? Trop gros? Trop gros pour toi? Oui. OK. Non, c'est une faire. Mais ce que je veux dire, ce qu'on voulait dire, c'est FDL, on avait des milliers de portes depuis plusieurs générations. Et ça paraissait énormément dans la gestion. J'ai acheté un immeuble qui était sacoche, autant au niveau qualité d'immeuble que de gestion. Et le seul mérite que j'ai eu dans cet immeuble-là, dans cette propriété-là, c'est de garder la même gestion. Les gens sont les mêmes. J'ai rajouté une nouvelle personne seulement. OK, fait que ça, c'est un immeuble que tu as acheté, qui était déjà bien roulé. Ah oui, c'est fait. Puis tu as juste acheté, puis pris la gestion, gardé la gestion en main, juste améliorer ça, puis mis ça sous ta main. Absolument, oui. C'est vrai qu'il y a des projets comme ça. Fait que là, François, OK, juste pour... parce qu'on est déjà rendu quand même à quasiment 22 minutes. Okay. On va juste... Bon, tu fais que tu as plusieurs acquisitions. Tu as fait d'autres plus petites acquisitions par la suite. Oui. En 2013, quand j'ai acheté l'Évêque, j'ai eu 3 autres acquisitions qu'on a faites. J'ai acheté à Côte-des-Neiges sur la rue Linton un 25 units. J'ai acheté également à l'espace d'un mois, là, chaque Darlington, si. C'est pas Broadway. Non, Broadway. Puis tu avais un autre, c'est Wilderton. J'ai acheté 15 logements sur Wilderton, un à La Chine sur la rue Broadway, c'est un 42 logements. Et dans la continuité de notre gestion, on a vendu certains immeubles, dont Linton, Broadway et Wilderton. C'était des plus petits immeubles. Avec nous, d'ailleurs. Pardon? Avec nous. Oui. Juste pour revenir, juste faire un petit point ici, les gens, là, les courtiers, François, je me rappelle, tu m'avais approché, tu dis, Patrice, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, parce que je ne donnerai pas les chiffres. Mais tu me dis, Patrice, écoute, j'ai reçu un offre pour Wilderton. Oui. Dis, qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand même, je n'étais pas impliqué dans tes dernières transactions, tu étais quand même très proche encore, puis on se parlait constamment. C'était sans courtier, là. C'est ça. C'était un offre qu'on m'a appelé. Puis c'est ça, il t'avait reçu ça, puis tu m'avais dit, Pat, qu'est-ce que tu en penses? On avait fait les chiffres, j'ai dit, François, je peux t'avoir peut-être 300-400 000 de plus que ça. Oui. Pourtant, toi, l'offre que tu avais reçue était quelques centaines de milliers de dollars de plus que tu avais payé il n'y a même pas un an. Même pas un an. Puis ça a fait comme un gros boom. Là. On s'est dit, l'argent qu'on va chercher là un an, je ne serais jamais capable d'aller la chercher en 2, 3, 4, 5 ans. Fait qu'on a décidé de vendre. C'était la raison. C'est ça. Mais là, on l'a mis en vente. Puis souvent, on reçoit des offres, on pense qu'on va sauver la commission. Mais écoute, on l'a revendu à plusieurs centaines de milliers de dollars que l'offre qu'il avait reçue, qui était déjà très intéressante pour toi. Absolument. Je ferme la parenthèse, mais des fois, le pouvoir de la visibilité d'un courtier, ça a quand même son pesant d'or. Oui. OK, fait que là, tu as fait quelques transactions comme ça, tu les as revendues parce que les projets au niveau du groupe, tu m'expliquais que si c'est à recommencer, c'est mieux d'aller dans des plus gros projets. Absolument. Quand tu fais du groupe, tu as une certaine pression de rendement, évidemment, plus que si tu étais seul comme investisseur. Parce que c'était des bâtisses qui étaient superbes, là, puis vraiment bien placées. Oui, bien placé. Superbe, c'est un grand mot. Il aurait pu devenir superbe. Ben, Wilderton, en tout cas, je me Wilderton, ça, c'est un château. Mais les deux autres, c'était correct comme propriété. Par contre, il y avait beaucoup de pression. Tu sais, un 25 logements, on réalise quand on fait de l'investissement de groupe, il faut donner du rendement à ces investisseurs. Si tu n'en donnes pas, bien évidemment, ils ne voudront pas investir en immobilier, ils vont aller ailleurs. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec, je reviens, là, 25 logements, un vacant correspond à quoi? 4 de vacances. Fait que si tu en as deux, tu as 8 Puis moi, dans mes calculs, là, 10 de vacances, tu ne survis pas en immobilier. Okay. Du moins, pas en groupe. Et fait qu'on a décidé pour plusieurs raisons, dont ça, là, de vendre ces immeubles-là. Fait que là, François, tu es rendu quand même avec toutes ces acquisitions-là à près de 700 logements, okay, que tu étais rendu. Là, tu as disposé de quelques immeubles, de 3 immeubles. Mais c'est quoi, là, on va juste pour peut-être nous rester les dernières minutes, là, c'est quoi l'avantage ou le désavantage, si tu veux, de travailler en groupe? Okay. Pourrais-tu faire
des partenariats de. Oui, je vois, bien, évidemment, je me suis lancé là-dedans, là, puis j'ai continué. Fait que je vois plus d'avantages que de désavantages. Là. Moi, mes avantages, c'est je peux diversifier mon risque par secteur. J'achète plusieurs immeubles. Si je l'avais fait seul, j'aurais jamais pu acheter autant d'immeubles où j'aurais été obligé de me concentrer à un seul endroit seulement. Donc, j'ai plusieurs immeubles, 2 à Dorval, 1 à Pointe-Saint-Charles, 2 à Laval. Ça diversifie mon risque. Moi, j'aime ça. Pour les acquisitions, c'était pas comme ça au début. Tu l'as vécu avec moi, là, mais aujourd'hui, moi, ma mise de fonds est rarement un problème. J'ai des gens qui attendent après moi pour pouvoir investir. Parce que comme on disait tantôt, c'était bâti un track record avec les courtiers comme quoi tu closais, que tu étais acheteur sur le marché. Également, en faisant quelques transactions où que tu récupères la mise de fonds en 18 mois, 3 ans ou 5 ans à des investisseurs qui sont passifs. Eux autres, on s'entend qu'ils sont encore là avec toi pour les prochains projets. Ils attendent après toi, en fait. Fait que ça devient intéressant. Fait que là, il n'y a plus aucune limite là, à ce moment-là. Non, c'est ça. Puis même des fois, je fais une petite parenthèse, mais des fois, je vois des gens dans des regroupements, dans des conférences ou whatever d'immobilier, puis ils viennent me voir, ils disent François, comment tu penses que je préfère pour acheter? Moi, en tant que conseiller pour aller chercher de l'argent, là, je suis pas le meilleur parce que je l'ai pas ce problème-là. J'ai la liquidité pour acheter. Ouais. Je fais rarement du financement créatif puis de la gymnastique pour essayer de faire une transaction. Hey, en fait, ton financement créatif, toi, c'est d'aller chercher des partenaires. Oui. Puis je pense que c'est la façon la plus simple. Je dis pas que c'est la seule façon, mais quand tu n'as pas une des façons, quand tu n'as pas tout l'argent pour acheter un projet, c'est une des façons, c'est vraiment d'aller chercher les partenaires. Puis d'ailleurs, toutes les grandes fortunes en immobilier au Québec, très rarement ont été bâtis seuls. C'est vraiment des gros groupements de quelques propriétaires. Oui, c'est ça. Puis, évidemment, il n'y a pas juste des avantages, il y a également des désavantages. Puis moi, le principal, c'est le rendement. Écoutez, on est un groupe, on a différents objectifs, évidemment. Quand tu commences ton groupe, tout le monde a le même objectif. Puis, tu finis par voir qu'il y a différentes opinions. Et c'est la pression de satisfaire ta gang, parce que c'est ma job de satisfaire tout le monde. Et surtout toi, François, je sais que tu vas te mettre devant un camion avant que ce soit la gang qui passe. Oui. Tu vas vraiment te mettre au bat en premier. Je te connais, puis je sais comment tu penses pour tes investisseurs, là. Je peux vous assurer que vraiment que tu tiens vraiment à cœur les gens. Oui, ça se bâtit une réputation, ça se bâtit une fois. Là. Exact, c'est ça. Fait que, il y a ça, puis le désavantage, bien c'est ça, c'est la pression, d'aller chercher du rendement le plus possible. Fait que des fois, tu as le dilemme à prendre l'argent de ton profit que tu vas chercher de tes immeubles, tu redonnes à tes investisseurs ou tu remets dans le bloc. Fait qu'il y a un peu les deux que tu dois travailler, puis tu dois le vendre. Moi, dans mon groupe, j'ai toujours dit, je suis pas un dictateur, je suis un conseiller et on fait des rencontres annuelles. Puis les gros projets, dont les refinancements, puis les gros projets d'investissement dans l'immeuble, ben on les propose lors des meetings, puis on vote à part égale. Oui. L'autre point aussi, François, je te dis, pour avoir travaillé avec toi sur le terrain, là, c'est ce qui est fun quand quelqu'un m'appelle, moi, puis ils sont plusieurs partenaires. Je le sens tout de suite au téléphone quand les gens, écoute, il y a quelqu'un qui est en avant, mais ce qui est fun avec François Bray, et je peux en nommer plusieurs comme ça, c'est que quand il t'appelle, tu sais que c'est François qui décide. C'est-à-dire qu'il y a des comptes à rendre à ses investisseurs. Mais c'est pas juste une marionnette qui arrive puis qui représente 3-4 personnes en arrière puis que c'est eux autres, dans le fond, qui vont prendre la décision sans nécessairement être là au départ. François, du début à la fin, c'est toi qui es là, c'est toi qui prends les décisions, bien sûr en consultant ton groupe. Mais tu es sûr et certain que tu parles à la bonne personne pour négocier. Le problème, souvent, c'est que les gens, ils ont 4-5 partenaires, mais c'est les partenaires silencieux qui décident. Qui décident. Là, tu finis pas dans ta transaction. Puis pour acheter, il faut que tu sois rapide. Ouais. Tu peux pas laisser ça. Tu peux pas arriver à un gars qui arrive avec un cheveu sur la soupe à la dernière minute, puis qui dit, bon, ben regarde, finalement, je veux visiter l'immeuble après que tu aies fait 3-4 visites avec le... Non. C'est pas possible. Ouais. Good. Fait que ça, François, c'est... OK. Fait que c'est quand même un bon succès là, par rapport à quand même les avantages, désavantages. C'est sûr que l'avantage, c'est que dans ton cas, là, avec la réputation, tu n'es jamais à court d'argent si le deal se présente. Oui. Maintenant, pour terminer, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton implication aussi au niveau de l'immobilier. Parce que une des choses que j'apprécie de François, c'est que c'est... Tu sais, je veux dire, on peut pas faire ça tout seul chez eux à la maison. Là. Non. Je l'ai rencontré au Club des investisseurs immobiliers du Québec. Tu as fait le coaching à plusieurs reprises. 3 reprises, oui. Il t'attend que tu comprennes. Merci. Après 3 fois. Non, mais je te dirais... Mais c'est le même coaching en plus? C'est le même coaching. OK, bon, puis, non, sérieusement, tu fais le coaching une fois pour apprendre, 2-3 fois pour te rendre compte que les gens alentour de toi qui veulent apprendre l'immobilier sont
très intéressant, puis tu vas finir un jour par travailler avec eux autres. Donc, c'est du contact, c'est du réseautage. Puis également, mais ton application, juste une part aussi ton application avec l'APAGM, la Corpic, donc... c'est ça, j'ai eu la chance, j'ai fait partie de l'APAGM à mes débuts comme association. C'est l'Association des propriétaires d'appartements du Grand Montréal. Exact. Et au fil du temps, ils m'ont demandé pour être sur le conseil d'administration. J'ai accepté. Et il y a environ un an, la Corpic et l'APAGM ont fusionné ou ont acheté l'APAGM. Et on m'a demandé de transférer, d'embarquer sur... le conseil d'administration de la Corpic. De la Corpic. Écoutez, c'est extraordinaire les gens qui sont dans ces associations. Premièrement, je crois beaucoup aux associations. On doit, en tant que propriétaire, faire partie d'une association qui protège les propriétaires, les droits des propriétaires. Et deuxièmement, en faire partie du CA, ça me permet de côtoyer des gens qui sont extraordinaires, qui ont énormément d'expérience dans le milieu. Puis, je suis un curieux, moi, de nature. J'aime beaucoup dire bonjour, puis laisser parler le monde, puis t'apprends tellement de ces gens-là. Non, mais t'es très humble, François, mais je pense que t'as beaucoup à apporter ça à la table aussi. Quelqu'un qui donne vraiment son temps, là, pas nécessairement pour avoir une rentabilité le lendemain matin. De toute façon, la Corpic, on s'entend que c'est le leadership incroyable. Justement, hier, j'ai mangé avec Benoît Sainte-Marie. Et puis, vraiment, le leadership, tout ce qui s'en va avec ça, tous les services qu'ils ont développés. Sans compter les batailles propriétaires, mais il y a tout aussi le côté service pour les propriétaires, ça va à peine. Puis toi, mais en même temps, ça te permet de continuer à développer ton réseau avec les propriétaires de plusieurs rencontres. On a des problèmes quotidiens, puis on s'en parle. Là, puis les problèmes d'un propriétaire de triplex ne sont pas nécessairement les mêmes problèmes que ceux qui ont un 200 logements. Puis cela dit, les problèmes des gens qui ont un triplex sont beaucoup plus importants, je crois, que ceux qui ont un 200 logements. Mais ça, on pourrait en parler longuement. Donc, j'ai ce privilège-là de côtoyer de faire partie de ces associations-là. Puis là, comment qu'on voit l'avenir, François? Comment qu'on voit, là, est-ce que Pat François recommence à faire des acquisitions ou au contraire, est-ce que tu es en mode stabilisation? Depuis 2014, j'ai pas fait d'acquisition. On s'est concentré sur la stabilisation de notre parc immobilier en ayant vendu 3 de nos immeubles. On s'est concentré là-dessus. Je réalise avec le temps, parce que là, dernièrement, en 2018, on m'a demandé, j'ai fait un déjeuner où j'étais conférencier. J'ai fait à Montréal le CIQ, j'ai fait une conférence. Je m'en vais à Québec. À Québec, oui. À Québec, oui, faire une autre conférence. Écoutez, je le fais, je sors vraiment de ma zone de confort quand je fais ça. Mais ça te remet en question parce que ça te ramène dans le bain, dans l'action. Et j'ai beaucoup de rencontres qui suivent ces conférences-là. Les gens sont curieux et ont des choses à te proposer. Donc là, ça t'a comme redonné un peu le goût à force de côtoyer les gens qui sont actifs, OK, sur le marché. Ben, c'est un peu ça, tu sais, quand je fais des entrevues à succès comme ça, c'est pas nécessairement la personne comme toi qui a 600 logements, c'est super, mais ou la personne qui a juste 25 logements, mais qui en a acheté 2 cette année. Pour moi, c'est quelqu'un qui est actif sur le marché, c'est ça qu'on recherche. Fait que toi, ça te fait du bien d'être entouré de gens qui bougent. Absolument. Puis les gens qui viennent aux conférences ou qui me rencontrent par la suite, c'est des gens hyper motivés. Puis ça m'a redonné un petit boost. Là. Je me suis rendu compte, sans le savoir, dans ton quotidien, tu t'en rends pas compte, mais que j'ai peut-être été paresseux côté acquisition. Puis je connais un peu moins le marché. Avant, je recevais un listing, c'était automatique, je faisais une offre. Qu'elle soit bonne ou pas, j'en faisais une. Tu me connais, Pat, je le faisais toujours. Puis maintenant, ça se peut que tu me dis, François, comment ça se fait que tu n'as pas répondu à mon offre? Je le fais moins. À mon listing, c'est-à-dire, là. Mais je le fais moins. Là, je suis en prise de conscience, puis je rembarque sur le marché. Là, je veux absolument faire. C'est important de ne pas sortir parce que justement, c'est que le fait que des fois que tu n'es plus actif sur le marché, tu sors du circuit. Fait que quand il y a de quoi de bon qui se présente, t'es même pas capable de dire que c'est bon ou pas parce que t'es pas dedans. Tu connais pas le marché. C'est ça. Puis, tu sais, quand ça fait 10 offres, 15 offres là, que tu fais et qui fonctionnent pas, là, quand le bon produit arrive, tu sais que c'est le bon. Ouais. Mais si t'as pas bougé, puis si c'est le bon produit à première offre, ben, des fois, on dit quelque chose qui manque avant de tirer sa gâchette et d'aller de l'avant parce que t'es pas encore sûr à 100%. Oui, puis il y en a qui vont regarder ça et vont dire, voyons, pourquoi il fait pas d'offre? Il y a 600 logements. Tu veux jamais faire l'erreur d'acheter un mauvais building au mauvais prix. Ouais, c'est ça. Puis que tu en aies 600, 3 ou 3000, je vais toujours avoir la même mentalité. Tu veux pas payer trop cher pour un immeuble puis acheter le bon immeuble. Du moins, c'est comme ça que je pense. Good. Fait que là, qu'on va recommencer, ou tu vas recommencer à faire des acquisitions.
Fait que ça va être à suivre tout le monde. Hein? Pour ceux qui ont été attentifs, merci beaucoup. Ça fait déjà un bon 35 minutes. Ah oui, c'est gentil. On s'était mis l'objectif de 30, mais gars, avec François, il parle tellement que ça a dépassé un petit peu. C'est une petite inside là, dernièrement. Ben, ceci dit, merci à tous. François? Oui, merci tout le monde, j'espère. Merci à toi pour vraiment pour avoir partagé ça encore une fois. Très apprécié. Merci du parcours qu'on a fait ensemble, puis celui qui s'en vient. Good, François. Fait que merci à tout le monde. Merci de votre attention. Encore une fois, notre mission à Sana puis moi, c'est la création de valeur. Puis j'espère que ça a maintenu un petit peu, ça a créé un petit peu de valeur de votre côté au niveau de l'apprentissage. Écoutez l'histoire de François, ça peut être inspirant. Faites des offres. Faites des offres. N'hésitez pas à nous appeler pour faire de l'achat, de la vente, du financement. Mais encore plus important que ça, si vous pouvez partager cette vidéo-là ou taguer quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être intéressé, ça nous ferait plaisir. Merci à tous.